Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre nouveau rendez-vous consacré à l'actualité du Covid-19. Vous êtes en direct sur ce webinaire organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Je suis ravie d'animer cette interview avec Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Nada, bonsoir, bonsoir à tous les participants et bonsoir au docteur Bernard Anselem également. Voilà, et bienvenue. On est vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux ce soir. Alors, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et nous aurons le plaisir de les relayer à notre expert et nous vous donnerons la parole à la fin pour plus d'interactions. Les questions qui ont été posées lors de l'inscription ont également été répertoriées et classées en 3-4 grandes familles de questions. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Dr Bernard Anselem. Vous êtes médecin, conférencier, formateur professionnel et auteur. Vous êtes membre du comité d'éthique et de recherche et chargé d'enseignement à l'Université de Savoie. Vous êtes également diplômé de l'Université of California de Berkeley en Science of Happiness, sciences du bonheur. Et donc, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui a été publié fin 2019. Et que Jean-Luc nous montre avec grand plaisir. Votre vocation est d'aider le plus grand nombre à prendre conscience des potentiels de notre cerveau pour améliorer notre jugement, à nous aider à prendre des décisions et à développer nos compétences dans le cadre professionnel également. Docteur, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous et je suis très reconnaissant à Nada et à Jean-Luc de nous donner l'occasion, d'une part, d'échanger et d'autre part, d'appliquer quelques connaissances à cette période qui est si incroyable. Absolument, absolument. Donc, je suis impatient d'avoir vos questions et de pouvoir échanger avec vous. Merci, docteur. Alors, vous nous proposez aujourd'hui un exposé d'une quinzaine de minutes, suivi d'un échange sur la base des questions qu'on a reçues. 15 minutes pour exposer quelques notions théoriques qui nous aident à comprendre comment agir sur notre cerveau, mais je vais essayer de faire assez court pour laisser la place aux questions. Mais ça me paraît quand même intéressant d'avoir quelques éléments théoriques pour mieux comprendre un petit peu l'origine des conseils qu'on va donner. Absolument, absolument, cela est vraiment indispensable. Et je précise que le replay sera disponible sur notre nouvelle chaîne YouTube qui est lancée officiellement depuis hier. Et donc, l'ensemble de l'intervention sera disponible assez rapidement, ainsi que les prochaines interventions. Docteur, on vous écoute. D'accord. Donc, je voulais commencer par une image que j'aime bien, qui est cette expression qui est un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, l'arbre qui tombe, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin, c'est tout ce qu'on perd actuellement avec cette crise. Et la forêt qui pousse, là, par contre, il faut peut-être un petit peu expliquer, c'est la forêt de nos neurones qu'on va pouvoir faire pousser dans le bon sens si on est capable de l'orienter dans la bonne direction, ou au contraire, cette forêt de neurones, elle peut pousser d'une façon désordonnée dans des régions qui ne nous plaisent pas trop et qui peuvent nous entraîner dans des endroits où on n'a pas du tout envie d'aller. Donc, un petit peu l'idée d'avoir du pouvoir sur son cerveau, c'est un petit peu comme un jardinier, c'est d'une part d'avoir un bon terreau et d'autre part d'avoir des bonnes stratégies et puis aussi d'avoir un peu de patience et de persévérance parce qu'on n'obtient pas des résultats du jour au lendemain. Il ne suffit pas de décider quelque chose pour que ça se passe, mais par contre avec un petit peu d'organisation et de persévérance, on arrive à des résultats qui sont vraiment intéressants. Et en ce qui concerne cette crise, moi j'ai un mot, je voudrais mettre un mot en avant qui concerne vraiment cette crise, c'est le mot d'incertitude. Je crois que des crises, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité, mais jamais autant nous avons été confrontés à l'incertitude. Pourquoi l'incertitude? Parce que d'abord c'est une souche de virus nouvelle, on ne la connaît pas, on n'a pas d'expérience, et d'autre part c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toute l'activité de la planète est suspendue. Donc, on fait un petit peu un saut dans le vide et on est en pleine incertitude. Et cette incertitude, la façon dont on va gérer cette incertitude,
va déterminer comment on va pouvoir progresser. Si on est intolérant à l'incertitude, l'intolérance à l'incertitude, c'est lié à l'anxiété. À l'inverse, l'acceptation de l'incertitude va nous permettre de nous orienter vers une qualité cérébrale qu'on appelle la flexibilité mentale. La flexibilité mentale, c'est la capacité à accepter que des informations ne soient pas conformes à nos prévisions et d'accepter de changer nos opinions à partir de ce changement d'informations. Donc, ça va être vraiment la qualité qui va déterminer si on est capable de s'adapter au changement ou pas dans cette situation qui est vraiment particulièrement extraordinaire. Et donc là, je voulais parler très vite de trois grandes capacités cérébrales, trois grandes fonctions cérébrales qui me semblent intéressantes pour s'adapter, pour cultiver ce changement. La première, c'est la neuroplasticité. La seconde, c'est la régulation des émotions. Et la troisième, c'est la recherche de motivation profonde qui ne s'use pas avec l'épuisement et qui résiste à l'épuisement dû au changement et aux adaptations incessantes. Alors, je vais partager mon écran. Je vais mettre quelques diapos. Alors, voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, voilà, d'accord. Voilà, on le voit. Donc, la première notion que je voulais partager avec vous, c'est la neuroplasticité. Les informations dans notre cerveau passent par les neurones, par les connexions entre les neurones qu'on appelle les synapses. Et chaque fois que l'information passe entre deux neurones, la communication se renforce. Ça signifie tout simplement que plus on utilise notre cerveau, et mieux il fonctionne. C'est-à-dire que si j'utilise mon cerveau pour une tâche, quelle que soit cette tâche, que ce soit une tâche matérielle, un geste technique ou pour une pensée, à force de l'utiliser, l'information va mieux passer dans mon cerveau et mes capacités cérébrales vont être plus performantes. Donc ça, c'est assez extraordinaire parce que ça signifie tout simplement que nous avons du pouvoir sur notre cerveau. Pendant longtemps, on nous a expliqué qu'à la naissance, on avait un certain nombre de qualités, de défauts, et que c'était comme ça, qu'il fallait faire avec. Alors qu'en fait, depuis quelques années, on sait qu'on peut agir sur nos capacités cérébrales. Par exemple, imaginez, je vous donne un exemple, imaginez que vous ne supportiez pas à chaque fois que vous avez une interaction avec lui, vous allez penser qu'il n'a pas les comportements, il ne vous dit pas ce qu'il faut faire, il n'a pas les bonnes stratégies. Donc, à chaque fois, vous allez avoir de l'énervement, ou du découragement. Et donc, à chaque fois, vous allez entraîner votre cerveau dans cette direction. Et au fur et à mesure, avec le temps, vous finirez par ne plus pouvoir supporter votre supérieur, même quand il dit des choses intéressantes. Alors que si, à partir de la même situation de départ et de la même personne, vous vous dites, effectivement, je suis en opposition totale avec ce qu'il me raconte, mais bon, lui, il a ses raisons, moi, j'ai mes raisons. Donc là, vous abordez le problème sous une autre façon et vous allez cultiver un autre petit chemin neuronal qui est de dire, voilà, lui pense comme ça, moi je pense comme ça, voilà comment on peut construire quelque chose d'intelligent ensemble. Et donc ce petit chemin neuronal, à force de le penser, va devenir une autoroute neuronale, ça va devenir un automatisme. Et donc vous allez avoir beaucoup moins d'énervement, beaucoup moins d'émotions négatives, vous pourrez mieux réguler vos émotions. Donc toute compétence peut être cultivée grâce à cette neuroplasticité, que ce soit une compétence physique, apprendre à faire du vélo, utiliser un logiciel, ou bien une compétence cognitive, c'est-à-dire se comporter avec les autres ou se comporter avec soi-même. Donc c'est quand même particulièrement intéressant, je trouve. Par contre, il y a un inconvénient, et l'inconvénient, ce sont nos habitudes. Une habitude, c'est un comportement, que ce soit une habitude physique ou une habitude de pensée, c'est un comportement qu'on répète encore et encore. Donc, vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que si on répète un comportement, au lieu d'avoir un petit chemin neuronal dans une forêt de neurones, on va avoir une autoroute. Et cette autoroute va être ultra performante. Donc, une habitude, c'est juste un comportement ultra performant dans notre cerveau. Donc, pour changer une habitude, il va falloir s'y prendre tôt. Il va falloir un petit peu de persévérance parce que si
on se contente d'une simple injonction en se disant, par exemple, ce serait bien si j'arrêtais de fumer. Eh bien, vous savez très bien que ça va l'habitude de reprendre dessus, simplement parce que le chemin neuronal est beaucoup plus fort. Donc, cette neuroplasticité est à la fois une force, c'est un potentiel, mais c'est également un frein. Ça peut être un frein pour nous adapter au changement. Et donc, comment contourner ce frein des habitudes? Eh bien, tout simplement en pratiquant encore et encore. Quand vous avez un changement à adopter, eh bien, vous allez pratiquer une nouvelle attitude, il faut la pratiquer, il faut s'organiser, la répéter tous les jours et la répéter pendant quelques semaines. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir changer une habitude bien implantée dans votre cerveau. Cette notion de neuroplasticité, on la retrouve au niveau psychologique avec la notion de growth mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de progression. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que vous préfériez passer du temps à prendre l'apéritif avec vos amis plutôt qu'à étudier des formules de mathématiques. Alors, bien entendu, c'est complètement théorique. Je suis sûr que vous préférez de beaucoup travailler vos mathématiques que passer du temps avec vos amis, je suis persuadé. Mais faites un effort d'imagination et essayez d'imaginer que donc vous préférez prendre un apéritif plutôt que de travailler vos mathématiques. Eh bien, si vous avez un état d'esprit fixé, vous allez vous dire, je ne suis pas doué pour ça, je ne suis pas doué pour des maths, donc d'abord ça m'angoisse, et si on m'impose cette formule de mathématiques pour mon travail, ben ça va m'angoisser, je ne vais pas me sentir bien, je vais me sentir en échec, donc c'est le problème d'estime de soi, je vais être obligé de faire travailler quelqu'un d'autre, donc je ne suis pas bien dans mon travail, donc c'est vraiment un vrai problème. Si je suis dans l'état d'esprit de progresser, le growth mindset, donc si je suis dans cet état d'esprit, je vais me dire, bon, effectivement, je comprends peut-être pas bien vite les mathématiques, il y a des copains qui sont plus rapides que moi, mais c'est pas grave, je vais faire ce qu'il faut pour essayer petit à petit de comprendre le minimum. Je ne vais pas devenir Einstein, mais je vais juste comprendre la petite formule mathématique qui me permet d'utiliser d'être utilisé dans mon travail. Et donc, petit à petit, et si j'y arrive pas, je vais demander à un ami de m'aider, et petit à petit, je vais y arriver. Donc, l'idée, c'est que si on a un état d'esprit de growth mindset qui correspond à cette neuroplasticité, eh bien, on va être à la fois beaucoup plus efficace et en même temps beaucoup plus serein. On va avoir beaucoup plus d'estime de soi parce qu'on ne va pas lier son estime de soi à l'échec ou à la réussite de chaque comportement, puisque si on a un état d'esprit fixé, eh bien, quand on est en échec, eh bien, on est renvoyé à soi-même, on est renvoyé à sa propre incompétence. C'est très violent. Alors que si on a un état d'esprit de growth mindset, si on a un échec ou si quelqu'un nous donne un avis négatif, eh bien, c'est simplement une information qu'on nous donne. Une critique, c'est une information qu'on nous donne pour progresser. Et un échec, c'est simplement qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment à un instant T, mais par contre qu'on pourra le faire la fois suivante si on s'arrange pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Donc, vous voyez, ça va très, très loin. Ça nous permet, c'est vraiment une philosophie de vie en même temps que des connaissances de neurosciences, ça nous permet d'aborder n'importe quelle difficulté. On va, quel que soit notre niveau de départ, qu'on soit doué ou pas, on va pouvoir progresser. Et ça, c'est quand même super intéressant. La deuxième notion que je voulais aborder avec vous, c'est la notion des émotions. Pourquoi est-ce que le cœur prime la raison? Pourquoi est-ce que les émotions nous dirigent? Eh bien, c'est tout simplement parce que les émotions ont un rôle. Elles ont un rôle de sélection des informations importantes. Les émotions, elles ont un rôle dans notre survie. Elles vont sélectionner les informations importantes, notamment les dangers. Donc, le premier rôle des émotions, c'est de nous éviter les dangers. Et le deuxième rôle, c'est de trouver des ressources pour les aliments, pour le confort ou pour la sexualité, pour se reproduire. Donc, les émotions nous servent à repérer les informations importantes. Donc, voilà pourquoi les émotions prennent le dessus et voilà pourquoi on a tant de mal à... c'est même pas du mal, on n'arrive pas à les contrôler. Chez les humains, c'est un peu plus compliqué puisque c'est une espèce sociale. Pour se développer, les humains ont été obligés de communiquer entre eux, de rester groupés, de communiquer. Et donc, le langage, les arts, tout ce qui transmet des émotions va être important pour communiquer et pour se développer. Donc, le fait de transmettre des mots ou des expressions de visage, par exemple, eh bien, ça va être étiqueté comme important par notre cerveau et donc ça va être émotionnel.
Donc, vous voyez que les émotions étaient là bien avant notre intelligence, elles étaient là bien avant notre mémoire et nos raisonnements. Donc, on comprend que ce soit elles qui nous dirigent et pas l'inverse. Alors, il y a un autre élément dans les émotions qu'il faut savoir, c'est que les émotions sont plus rapides que notre conscience et plus rapides que notre intelligence. Si elles ont été faites pour détecter les dangers, il faut qu'elles fonctionnent extrêmement vite. Par exemple, cette image d'araignée que vous voyez là, vous voyez tous l'écran là, hein? Oui, vous voyez l'écran, d'accord. Donc, cette image d'araignée, bien, il a fallu 300 millisecondes, c'est-à-dire 3/10 de seconde, pour qu'elle arrive jusqu'à votre conscience. Donc, c'est beaucoup. Par contre, bien avant, au bout de 20 millisecondes, c'est-à-dire 10 fois plus rapide, votre cerveau a déjà commencé, vos réseaux des émotions ont déjà commencé à traiter l'information pour préparer votre corps à l'action, c'est-à-dire complètement à l'insu de votre conscience, bien avant votre conscience, l'émotion a déjà commencé à préparer votre cerveau et préparer vos pensées. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas contrôler une émotion. Quand on perçoit une émotion, c'est déjà trop tard, elle est déjà là. Donc, l'idée, c'est qu'il ne sert à rien d'essayer de contrôler une émotion. Il faut avoir beaucoup d'humilité vis-à-vis de ces émotions. Il faut simplement les accepter. Ça, c'est un mot fondamental. Accepter ces émotions, c'est le meilleur moyen de réguler ces émotions. Et à partir du moment où on les a acceptées, eh bien, on va pouvoir libérer son cerveau. Parce que tant qu'on est dans la lutte contre l'émotion, eh bien, on est obligé de se concentrer sur cette lutte et on n'a pas les idées claires pour réfléchir. Et donc, en plus, on va se mettre en échec, donc il va y avoir de la culpabilité. Donc, vraiment, la première étape, c'est d'accepter son émotion pour libérer son cerveau, pour pouvoir aller vers l'autre, pour s'ouvrir à l'autre, pour s'ouvrir à la créativité et s'ouvrir à des solutions constructives. Alors, un exemple, par exemple, d'émotion négative qui va nous égarer, c'est le biais de négativité. Le biais de négativité, au départ, il était très utile. Dans la nature, il vaut mieux faire attention aux informations négatives qu'aux informations positives. Si vous loupez un fruit dans un arbre, c'est pas grave, vous vous rattraperez la prochaine fois. Par contre, si vous loupez un petit bruissement dans un feuillage et que derrière il y a un fauve ou une triglypanie, et bien là, l'instant d'après, c'est trop tard, vous terminez en côtelette dans l'estomac d'un tigre à dents de sabre, par exemple. Donc, les descendants des gens qui étaient un petit peu méfiants ont pu se reproduire, hein, donc c'est nous, hein, c'est pour ça que nous sommes anxieux. Alors que les gens qui étaient un peu trop confiants, eux, ils n'ont pas eu l'occasion, ils n'ont pas vécu assez vieux pour se reproduire. Donc, notre cerveau a appris à traiter les informations négatives avant les informations positives, d'où ce biais de négativité. Par exemple, si je vous dis 9 compliments et un reproche, eh bien entendu, vous allez en premier penser au reproche. Et c'est normal. Donc, votre cerveau animal, il est réglé pour ça. Par contre, le monde a évolué, notre monde moderne, il est beaucoup plus complexe. Et ce biais de négativité, il nous joue des tours. Il nous joue des tours. Il va, par exemple, donc, nous faire ruminer des émotions négatives. Il va nous faire nous décourager. Il va nous favoriser les colères, les rancunes, le découragement, et on va avoir des troubles du sommeil et même des troubles de l'anxiété. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement pour certains. Donc, ce biais de négativité va carrément nous pourrir la vie, alors qu'on pourrait avoir un équilibre entre les émotions positives et les émotions désagréables. Donc, pour contrer ça, il va falloir apprendre à accepter nos émotions, à déculpabiliser et à trouver des solutions, c'est-à-dire voir les choses sous un autre angle, c'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive, ou alors à s'aider les uns les autres ou orienter notre esprit vers des choses positives. Donc, il y a des tas de stratégies pour contrer ce biais de négativité. Donc, correction, acceptation, prise de distance, réévaluation, engagement dans l'action et motivation par le sens, trouver du sens. Et la troisième notion que je voulais aborder, ce sont les réseaux de la motivation.
on appelle ça aussi les réseaux de la récompense, ils sont extrêmement puissants. Chaque information va être filtrée par notre cerveau dans un sens pour dire j'aime ou je n'aime pas. J'aime beaucoup, ou j'aime un petit peu, ou j'aime pas du tout. Et donc ces réseaux sont extrêmement puissants. Ils vont tout filtrer, et notamment, le plus simple, c'est par exemple l'alimentation. Mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi les plaisirs, le désir, les plaisirs. Il y a aussi par exemple le jeu, les jeux il y a aussi tout ce qui est financier, gagner de l'argent, ça va attiser, ça va activer notre circuit de la récompense. Et ce circuit est tellement fort, tellement puissant, qu'il peut provoquer des addictions. Et ce circuit en veut toujours plus. Les neurones de ce circuit ont besoin d'être toujours activés, sinon, on va trouver de la frustration. On ne peut pas accumuler des boîtes de chocolat, on ne peut pas accumuler des bouteilles de whisky, on ne peut pas accumuler des sommes d'argent phénoménales, bon, à part quelques-uns, mais c'est quand même plutôt rare. Et donc, à un moment donné, on va arriver à une frustration. Et donc, on va arriver à des addictions, on va chercher frénétiquement, on va avoir des troubles de comportement, par exemple les jeux compulsifs, on va avoir des compulsions, ou alors on va avoir des frustrations parce qu'on estime qu'on ne gagne pas assez d'argent, on va se comparer aux autres, etc. Donc, ce réseau de la récompense, c'est un peu un piège. Mais il y a une façon de dépasser ce problème, c'est que ce réseau de la récompense va être aussi activé par des motivations immatérielles. Et ces motivations immatérielles, elles vont nous permettre justement d'alimenter ce réseau en permanence. Donc, ces motivations immatérielles, donc toutes ces motivations, que ce soit une boîte de chocolat ou le fait de réussir un objectif, eh bien, vont alimenter ce même réseau qu'on voit ici en vue sur une IRM fonctionnelle. Et ces motivations immatérielles, quelles qu'elles sont, ben, ça peut être l'engagement dans une action, ça peut être l'appartenance à un groupe, ça peut être des valeurs esthétiques, ça peut être trouver du sens, du dépassement de soi. Donc voilà des valeurs qu'on va pouvoir activer en permanence, jour après jour. Et là, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de ce qu'on appelle l'habituation, c'est-à-dire il n'y a pas de cette espèce de toujours plus peut être toujours activée, donc on peut le faire fonctionner sans effet secondaire. Donc ces valeurs-là, on peut les classer en différentes façons. Il y en a une qui est assez adoptée dans le parlement de la psychologie, c'est les motivations intrinsèques, c'est le groupe de l'appartenance, créer du lien. Créer du lien, on peut créer du lien tous les jours. L'autonomie, agir, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose avec ses 10 doigts. On peut faire une œuvre manuelle. Ou alors on peut agir, on peut écrire des bouquins ou des dossiers tous les jours. Et aussi la compétence, comprendre le monde, essayer de comprendre ce qui se passe, progresser en compétence. Chaque fois qu'on progresse en compétence, on se fait plaisir, on alimente son circuit de la récompense. Donc, ces récompenses intrinsèques, elles ont 3 avantages. D'abord, elles ne se fatiguent pas, on ne s'épuise pas parce qu'on peut toujours les mettre en action. Deuxièmement, elles sont adaptées à nous, elles sont adaptées à notre personnalité. Et troisièmement, et ça c'est l'énorme avantage dans les circonstances actuelles, les circonstances de crise, ces motivations intrinsèques, elles ne dépendent pas de la crise, elles dépendent que de nous. Et elles ne dépendent pas de l'avis des autres. Vous pouvez avoir un avis négatif, les gens peuvent ne pas vous aimer, ce n'est pas grave. Si vous avez cette motivation intrinsèque, vous avez cette colonne vertébrale, cette force qui va vous pousser, qui va vous faire avancer, qui va vous donner du sens, qui va vous enthousiasmer. Et c'est ça qui va vous porter en avant, qui va faire que vous allez pouvoir vous adapter au changement sans trop de fatigue. Voilà donc les 3 notions que je voulais vous dire. Donc, pour ces motivations, trouvez vos motivations personnelles. Chacun a des motivations différentes. Ça peut être de l'affect, ça peut être de l'action, ça peut être du savoir, ça peut être du sens, du dépassement de soi, ça peut être s'occuper des autres. Voilà, chacun peut trouver sa motivation intérieure. Utilisez-la face à chaque difficulté. Ce n'est pas les difficultés qui manquent en ce moment, malheureusement. Et donc, utilisez cette compétence face à chaque difficulté. Et n'oubliez pas que cette compétence, elle va activer vos réseaux du désir et du plaisir. Donc, ça peut paraître bizarre de parler de désir et de plaisir dans ces périodes-là, mais en fait,
progresser nous emplit de joie. Et donc, à chaque fois qu'on utilise ces motivations, eh ben, on va activer notre réseau du désir et du plaisir. C'est ce que je voulais partager avec vous avant de passer aux questions et réponses. Et donc, j'espère que ça vous parlera et puis on aura l'occasion d'en parler. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup Bernard pour cette présentation synthétique rapide mais très très complète. Beaucoup de questions posées par les participants qui sont présents là ce soir. Et puis bien sûr Nada, tu as toutes les questions qui ont été posées en amont. Alors pour ne pas frustrer les participants qui étaient vraiment focus sur ton intervention, Bernard. Alors, il y a vraiment 3 grandes questions qui sont vraiment posées. Alors, la première, c'est cette fameuse question de l'adaptation. Voilà. Hein. Donc, l'adaptation, tu l'as parfaitement bien expliqué. C'est une disposition qui repose, en tous les cas, sur des arguments scientifique que tu as très bien décrite. Alors, certains parlent de la programmation neurolinguistique, qui est peut-être aussi un levier stratégique intéressant. D'autres participants disent, toujours sur la même question de l'adaptation, alors, est-ce que l'improvisation théâtrale est une modalité intéressante aussi pour permettre de s'adapter dans des contextes un peu difficiles? Voilà, ça c'est vraiment le gros, je dirais, une question qui revient assez souvent sur la question de l'adaptation. Et la deuxième thème qui revient très, très régulièrement, c'est la question des émotions. Alors, sur les émotions, une internaute a posé la question en disant « Mais pourquoi les émotions sont-elles variables selon les personnes ?» Voilà, donc ça, c'est une question qui a été posée. Et puis ensuite, ben voilà, comment essayer de s'adapter sur justement la maîtrise de ces émotions avec toute la complexité que tu as parfaitement décrit, Bernard. Et puis le troisième grand volet des questions, c'est eh bien comment, je dirais, quelles sont les bonnes stratégies, les bonnes recettes. Alors tu as donné quelques éléments, notamment orientés sur la question de l'action, sur le système de récompense, sur la motivation, sur le système de valeurs, les valeurs intrinsèques. Voilà, donc il y a tout ce volet-là qui intéresse beaucoup les participants. Et puis il y a aussi un autre questionnement qui interroge les participants, tu l'as parfaitement décrit, c'est sur les biais de négativité. Alors pourquoi faisons-nous un focus justement sur ce qui pose, sur les éléments négatifs, alors qu'on devrait plutôt, je dirais, insister et valoriser sur les éléments positifs. Voilà, donc trois grands volets. La question de l'adaptation, la fameuse question des émotions, et puis les ressources, les recettes bien pratiques. Mais il y a tellement de questions que Nada prendra le relais également sur les questions qui ont été posées avant ton exposé. C'est à toi. Alors, donc là, cette avalanche de questions a dépassé mes capacités de mémoire à court terme. Ah bon donc là, j'ai une charge mentale qui est maximum. Donc, je vais te demander de… Premier domaine, l'adaptation. La question de l'adaptation, certains disent, les études scientifiques apportent-elles la démonstration que l'adaptation, évidemment, est une stratégie qui repose sur un certain fondamentaux. Voilà. Donc, alors, tout à fait. Oui, là, on a un certain nombre d'études à la fois de neurosciences et de psychologie comportementale qui montrent que… on va plutôt parler d'acceptation que d'adaptation. Hein. L'acceptation, c'est la stratégie la plus efficace pour réguler ses émotions à la fois sur le court terme et dans les heures qui viennent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un effet rémanence. Donc, c'est une stratégie qui est sous-estimée et qui est extrêmement efficace pour réguler ses émotions pendant au moins quelques heures. Donc, ça paraît bizarre, hein, mais c'est comme ça. Donc là, on a des preuves scientifiques. Et donc, l'acceptation, pour faire simple, c'est de se dire, je n'ai pas le choix. Quand une émotion, quand je la ressens, c'est déjà trop tard. Je ne veux pas essayer, par exemple, de contrôler ma glycémie ou ma tension artérielle. Ça paraît très stupide. Eh bien, il est aussi stupide d'essayer de contrôler l'apparition d'une colère que d'essayer de contrôler l'apparition d'une hypertension artérielle. Donc, le truc, c'est de simplement se dire, si je suis en colère, c'est normal. Donc, il est normal d'être en colère, il est normal de penser des choses un petit peu stupides quand on est en colère. On a le droit, on peut se le permettre. Par contre, on n'a pas le droit de les accepter complètement et de les prendre pour argent comptant. C'est-à-dire qu'on a le droit de se dire que je ne supporte pas, par exemple, mon supérieur et que c'est un abruti, je peux le penser, mais je ne vais pas aller développer cette pensée parce que là, je vais
partir dans des ruminations et je vais partir dans des choses qui ne sont pas constructives. Par contre, à partir du moment où j'ai identifié que j'étais dans cet état de colère, eh bien, je vais simplement me dire, j'accepte cette colère, je la ressens, c'est normal. Si elle est là, c'est qu'il y a des raisons. Par contre, je vais simplement éviter de prendre ma pensée pour argent comptant. Une pensée n'est qu'une pensée, c'est pas notre identité. Je ne m'identifie pas à ma pensée. Donc, si j'ai le droit, je me donne le droit de changer de pensée. Et je vais essayer de voir les choses sous un autre angle. Dans cet exemple précis, si le N+1 m'a donné un ordre, c'est parce que lui, on lui avait donné un ordre et qu'il a ses raisons. Ces raisons, elles ne me plaisent pas, mais il a ses raisons. Voilà, par exemple, ça peut être une façon de réévaluer les choses. Il y en a plein d'autres. Donc voilà pourquoi l'acceptation est si importante. Et puis, donc il y avait aussi la question des émotions. Oui, alors, alors, je repose la question parce qu'elle est tellement centrale, puis elle revient souvent. Pourquoi sommes-nous différents sur notre sensibilité par rapport aux émotions? Alors. Oui, alors on ne va pas naître avec des capacités égales, de la même façon qu'il y a des gens qui sont grands et petits, des gens qui courent vite et des gens qui ne courent pas vite. Il y a des gens qui vont être très sensibles, qui vont être hypersensibles. Et il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont savoir prendre la distance spontanément. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des cours, ils savent très bien faire. Et puis, il y a même des gens aussi qui sont un peu trop insensibles aux émotions, c'est-à-dire qu'ils sont coupés de leurs émotions et eux, ils vont développer un certain nombre d'autres pathologies. On n'a pas le temps bien sûr, de développer, mais parlons plutôt des gens hypersensibles. Donc, en psychologie, la psychologie de la personnalité, actuellement, le modèle dominant, c'est le modèle des Big Five, modèle océan, et il y a un volet de la personnalité qu'on appelle le neuroticisme, c'est-à-dire qu'on va être très sensible, les gens vont être très sensibles, et donc, il faut faire avec, on est plus ou moins sensible, on a des différences de naissance, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même agir sur ces différences. Alors, on ne va pas agir sur notre personnalité, c'est très dur de changer de personnalité, par contre, on peut changer nos comportements, et ça, c'est possible. C'est Viktor Frankl qui disait entre les événements et nos comportements existe un espace, et c'est notre espace de liberté. Et ça, c'est vraiment… Il savait de quoi il parlait, il était passé par les camps de concentration, donc il savait de quoi il parlait. Et donc, on a vraiment, même dans les situations… Là, on est dans une situation de crise, bon, c'est quand même pas la guerre de 39-45, mais on a une marge de manœuvre. Et c'est ça que je voudrais faire passer comme message. Tout à fait. Et en parlant du changement, justement, on a une question qui revient souvent, c'est le lien entre notre capacité à accepter le changement, à s'inscrire dans un processus de changement et l'historique de chacun et le vécu de chacun. Quel est le lien entre l'historique et la capacité à changer et comment trouver les ressources justement pour mieux le réaliser? Alors, c'est super parce que là, je ne sais pas si vous êtes concertés, mais là, on est vraiment dans la bonne chronologie parce que Jean-Luc m'a posé une question sur la génétique, les inégalités de départ. Et toi, Nada, tu me poses la question sur les premières années de vie, sur les expériences de l'enfance. Donc, on est vraiment… Là, vous êtes vraiment synchrone. Hein, merci. Donc, bien entendu, les premières années sont fondamentales, elles sont capitales d'une part pour la personnalité, pour la mise en place de la personnalité, mais également pour ce qu'on appelle nos croyances et notre vision du monde. On a tous une vision du monde. Si on a des premières années qui sont chaotiques, si par exemple il y a des parents qui étaient violents, eh bien, on va avoir une vision du monde comme quoi la vie est dangereuse et qu'il faut se protéger. On va passer son temps à être anxieux et à se protéger. Une crise comme ça, comme celle du Covid, on va penser à se protéger d'abord. On va se calfeutrer, on va se protéger. On ne va pas pouvoir s'ouvrir vers des solutions autres que l'autoprotection parce qu'on sera anxieux. Si on a des parents qui soufflent le chaud et le froid, eh ben, on va apprendre de la vie que les gens ne sont pas fiables. Donc, on va être méfiant avec les gens. Donc, on va chercher, dès qu'on a un contact avec une personne, on va se dire, mais où est le piège, hein? Donc, on va construire une vision du monde qui est particulière. Si, au contraire, on a été choyé par ses parents, eh bien, au contraire, on va
on va avoir une vision du monde, de dire si on est sympa avec les gens, eh bien on va arriver à tout ce qu'on veut parce que le lien social, c'est ce qui est le plus important. Vous voyez, on peut avoir à partir des premières années de vie une vision, mais il faut savoir que ça n'est qu'une vision et cette vision, on peut la modifier. Les psychiatres et les psychothérapeutes savent très bien, bon, ça demande du travail, hein, mais ils savent très bien travailler sur ces visions du monde et amener les gens à aborder, à accepter, à adopter une vision qui soit plus favorable à eux-mêmes. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On aurait pu poursuivre sur l'adolescence et même sur la vie adulte. Tous les éléments, voire même les derniers éléments à la dernière seconde avant qu'on agisse, vont agir sur notre vision du monde et donc vont faire qu'on va être plus ou moins en capacité d'accepter ou pas. Si juste avant cet instant, vous avez une très mauvaise nouvelle, vous apprenez que, par exemple, vous avez une maladie grave, vous n'allez pas être dans le même état d'esprit, vous aurez beaucoup plus de mal à vous adapter que si vous venez de voir un film sympathique et humoristique, par exemple. Bien. Et cela nous conduit à une autre question aussi qui revient souvent, c'est comment accompagner ses collaborateurs, ses collègues ou des membres de sa famille à accepter le changement en cas de résistance. Donc, on est face à une personne qui refuse le changement, qui refuse de s'inscrire dans une démarche de changement. Comment la motiver, comment l'encourager à faire cela? Alors ça, c'est une question qui est quand même assez difficile parce qu'on a du pouvoir sur soi, mais le pouvoir sur les autres, c'est beaucoup plus compliqué. À moins de tomber dans la manipulation, ça devient assez difficile. Il y a une phrase de Laurent Gounel que je cite tout le temps, c'est on ne change pas les gens, on peut seulement leur montrer un chemin et leur donner envie de l'emprunter. Donc si on veut changer, que ce soit des collaborateurs, que ce soit quelqu'un dans notre vie de couple, nos enfants, nos proches ou des amis, eh bien, faut simplement leur montrer comment eux-mêmes peuvent trouver la solution. C'est à eux de trouver la solution et nous, on est là pour leur montrer cette solution. On n'est pas là pour… Plus on va leur donner des conseils et plus ils vont réagir en disant « mais tes conseils, j'y ai déjà pensé. C'est bien gentil ce que tu me dis, mais pour telle ou telle raison, je ne peux pas. » Par contre, si on leur dit… imaginons que c'est une équipe qui est très inquiète par la reprise de l'activité, par tous les dangers, par toutes les contraintes, que ce soit une équipe médicale ou une équipe dans une usine ou dans un bureau, eh bien, déjà, il va falloir les écouter en premier lieu parce que c'est pas en imposant une idée qu'on va les convaincre, même si on est très habile. C'est plutôt en les faisant réfléchir et en leur disant, ben voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir contourner la difficulté, comment on va pouvoir construire quelque chose ensemble. Et le seul fait de leur donner cette reconnaissance, de les reconnaître en tant que personnes responsables et personnes capables de réfléchir, quel que soit leur talent, il y en a qui seront plus imaginatifs et créatifs, il y en a d'autres qui n'auront pas d'idée, tant pis, c'est pas grave, mais au moins on leur a donné ce rôle, ils sont acteurs. Et donc, on parlait tout à l'heure dans les motivations intrinsèques, et la motivation d'autonomie, on leur a donné cette autonomie, et on parlait de motivation intrinsèque du lien social, on leur a donné cette motivation de reconnaissance. Et n'importe qui d'entre nous a une soif absolue de reconnaissance, qu'on soit chômeur ou qu'on soit chef d'entreprise, on a cette soif de reconnaissance. Et donc, si on donne cette soif de reconnaissance, si on donne des occasions de reconnaissance aux équipes, si on les laisse s'exprimer et si on construit des solutions ensemble, ben là, vous allez avoir des équipes qui vont être super motivées. Et même si on refuse la proposition, quelqu'un peut nous dire, ben voilà, moi j'aimerais que ça soit comme ça. On peut très bien refuser une proposition à condition de ne pas la refuser de façon verticale en lui disant, non, c'est pas malin, ou alors non, on ne peut pas faire ça, il faut faire autrement, mais la refuser en lui disant simplement, ben voilà, on a telle et telle contrainte, est-ce que tu vois que la solution que tu proposes, on arrive à une impasse. Est-ce que tu es d'accord avec ça, oui ou non? Donc, s'il nous dit, oui, effectivement, là, ce sera lui qui sera amené, c'est ce qu'on appelle l'interrogation socratique, et c'est lui qui va lui-même comprendre que sa solution n'est pas viable. Donc, la reconnaissance, c'est vraiment le point numéro 1 pour motiver les équipes.
Oui, d'ailleurs, beaucoup de participants ont parlé de résilience, de système de reconnaissance, de tous ces éléments qui sont à la fois difficiles à, je dirais, à appréhender, mais tellement importants, puisque tu en as parlé pendant ton exposé, et les participants ont beaucoup insisté là-dessus. Alors, justement, dans cet axe-là, quelles seraient justement les actions qui seraient vertueuses, mais qui permettraient justement à l'échelle individuelle et collective de pouvoir être sur ce chemin alors de la résilience ou alors simplement du système de reconnaissance. Quelles seraient les bonnes attitudes, les bonnes démarches, les bonnes conduites? Alors ça, c'est une question qui mériterait à peu près une demi-journée pour répondre. Mais ça fait partie des questionnements posés par les participants. Beaucoup. Hein. C'est vraiment. Alors c'est peut-être lié aussi au contexte du déconfinement. Non, non, mais bien sûr. On va dire que c'est conjoncturel probablement. Donc il y a toute une palette, il y a toute une panoplie de stratégies. Et comme on est tous différents, on va tous réagir plus ou moins à ces stratégies. Il va y avoir des stratégies qui vont être plus adaptées à certains. Par exemple, les plus hyperactifs vont trouver des stratégies dans l'engagement, dans l'action. Hein. Il va falloir leur trouver un engagement qui va les motiver. Par contre, d'autres personnes qui seront un peu plus cérébrales vont avoir besoin de comprendre les choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a on ne peut pas dire qu'il y a une stratégie qui est meilleure qu'une autre. Par contre, il y a toute une panoplie. Je crois que c'est mon dernier article sur LinkedIn. Là, j'avais fait un article qui s'appelait Les ruminations en période de crise, 5 stratégies efficaces sur le court terme et 5 stratégies efficaces dans la durée. Donc là, on pourrait, par exemple, partir de cet article pour parler des différentes stratégies. Mais ça m'est difficile de choisir une stratégie plutôt qu'une autre. La seule chose que je peux dire, c'est que la première, hein, celle qui est au départ avant toutes les autres, c'est l'acceptation. Acceptation de nos émotions et acceptation de la situation, acceptation de ce que je ne peux pas changer. Acceptation n'est pas soumission, attention. C'est acceptation de ce que je ne peux pas changer. Par contre, ça me donne des forces pour changer ce que je peux changer. Là, c'est la fameuse phrase de Marc Aurèle, hein, donnez-moi la force de changer ce que je peux changer, le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc là, c'est vraiment ça, on est vraiment là-dedans. L'acceptation, c'est accepter ce que je ne peux pas changer. Et après, il y a toute une palette de stratégies. Il y a la pleine conscience, il y a l'exposition à la nature, il y a l'activité physique, il y a la cohérence cardiaque, c'est-à-dire ralentir sa respiration. Il y a le lien social, il y a l'écoute de l'autre, il y a le fait de l'altruisme, le fait d'aider les autres. C'est un formidable vecteur là, pour s'adapter. Il y a l'orientation positive, essayer de voir les choses. On est tellement abreuvé de choses négatives que se focaliser son esprit sur des choses positives, ça va être très efficace. Voilà. Et puis il y a le lien social, bien entendu. Et puis trouver du sens, trouver un objectif. Voilà. Là, c'est vraiment un inventaire à l'après-vert. Hein, mais tellement important pour voilà, donner en tout cas des pistes. Chaque stratégie, c'est un monde à elle toute seule, et c'est à chacun de trouver la stratégie qui lui convient. Tout à fait. Et en parlant de recherche de sens, justement, on a une question là en direct posée par Sophie Laming. Par rapport à la gestion d'un stress post-traumatique, comment préparer son cerveau et notamment l'exemple d'un burn-out. Donc, elle cite l'exemple d'un burn-out qui représente pour elle un dysfonctionnement du cerveau lié au cumul du stress. Comment en sortir et comment préparer l'après? Alors, le burn-out et le stress post-traumatique ne sont pas forcément liés. Hein. On peut avoir, il y a des gens qui vont faire un burn-out sans faire de stress post-traumatique et inversement. Bon, il y a quelques personnes qui vont faire les deux à la fois, mais en général, c'est plutôt deux choses différentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les périodes de crise, la plupart des gens ne vont pas avoir d'effets secondaires. Ils vont avoir un mal-être, bien entendu, ils vont avoir de l'inquiétude, mais on va dire les 2/3 des gens vont s'en sortir sans problème. Un gros tiers des gens, je donne des chiffres très approximatifs, il faudrait retrouver les recherches, un gros tiers des gens vont avoir des troubles qui sont plutôt qui sont désagréables, mais qui ne sont pas trop profonds, comme par exemple des insomnies, des moments de
des images intrusives, hein, des images qui viennent à un moment où on s'y attend pas, mais qui sont pas trop fréquentes et qui permettent une vie normale. Et puis, un faible pourcentage va développer ce qu'on appelle un vrai stress post-traumatique. Alors, l'incidence, elle est assez variable selon les études. Ça peut être 1%, 2%, 5%, c'est assez variable. Mais enfin, c'est quand même une petite majorité. Petite minorité. Donc, si vous avez la malchance d'être dans cette catégorie, alors là, on n'est plus dans des simples stratégies de régulation émotionnelle comme celle dont on parle maintenant. On est carrément dans une pathologie. Et là, il faut se faire accompagner parce qu'il y a toute une stratégie. Il y a des exercices qu'il faut faire tous les jours. Il y a des traitements. On peut avoir besoin de traitements pharmacologiques. On peut avoir besoin de pleine conscience. On peut avoir besoin de désensibilisation, c'est-à-dire de retourner sur les lieux du stress, etc. Enfin, il y a des tas de techniques et ça, on peut pas. Je veux dire, on peut pas les décrire en 5 minutes comme ça. Il faut vraiment, là, il faut vraiment explorer, bien sûr, un spécialiste de ces questions-là et faire du sur-mesure. C'est vraiment du sur-mesure. Par contre, il ne faut pas confondre le vrai stress post-traumatique avec les pensées intrusives qu'on peut avoir après un traumatisme. Tout le monde, enfin, pas tout le monde. Un certain nombre de gens vont avoir des pensées comme ça, des flashs qui sont très désagréables, qui peuvent être angoissants, mais qui ne nous empêchent pas de vivre correctement. On peut faire des insomnies aussi. Si on fait 2 ou 3 insomnies par mois, c'est pas dramatique. Par contre, si vous en faites toutes les nuits, là par contre, il faut consulter. Très bien, merci beaucoup, docteur. Tu as peut-être une question, Jean-Luc, avant de donner la parole à un ou deux participants? Non, si, plein de questions, mais je préfère, compte tenu du nombre important de participants, de leur donner la parole, peut-être pour 1 ou 2 personnes qui souhaiteraient s'exprimer. Voilà, donc allons-y. Est-ce que certaines personnes souhaitent prendre la parole parmi les personnes qui sont en visuel ou qui n'hésitez pas à lever la main comme ça pour dire oui, j'aimerais m'exprimer, poser une question. Pendant que les gens réfléchissent, il y avait une question que tu avais posée au début, c'est est-ce que le théâtre peut aider? Oui. Improvisation. Vous avez posé la question, tout à fait. Le théâtre d'improvisation, voilà, tout à fait. C'est une question intéressante parce que justement dans l'improvisation, on a une règle dans l'improvisation, c'est qu'on est obligé d'accepter ce que dit l'autre. Et ça, c'est très important. On ne peut pas dire bon ben non, ce que tu me dis, je le prends pas. On est obligé de prendre tout ce que dit l'autre. Et donc on va être d'une part dans l'acceptation, et on va être dans l'écoute active, lire le langage non verbal. Et il va falloir comprendre ce que l'autre dit. Et il va falloir s'adapter très rapidement. Donc, c'est un exercice, au même titre que la pleine conscience, c'est un exercice excellent pour remuer ses neurones et pour s'adapter à des situations très variées. Je crois que Valérie aurait une question sur les biais, au-delà des biais de négativité. Est-ce que vous pouvez lui donner la parole, peut-être? Valérie, bonsoir. Vous nous entendez? Bonsoir. Ouais, on ne me voit pas, je suis désolée. Donc, moi, oui, j'avais une question. Vous avez parlé du biais de négativité. Est-ce qu'il y a d'autres biais principaux qui nous freinent justement dans la gestion du changement, l'acceptation du changement et de l'incertitude? Oui, alors il y a à peu près, d'une façon scientifique, il y a entre 180 et 200 biais cognitifs qui sont répertoriés. Donc, rassurez-vous, on ne va pas tous les faire ce soir. Mais si on est dans ce thème de l'adaptation au changement, il y a un biais qui est assez important aussi, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est le fait d'aller retenir, d'aller rechercher d'abord et de retenir les informations qui vont dans le sens de nos croyances et de rejeter les autres. On les rejette soit sciemment en disant qu'elles ne sont pas importantes, soit inconsciemment parce qu'on ne va pas les retenir, tout simplement. Donc, on va se faire une espèce de petite bulle d'informations. C'est très facile de se faire une bulle d'informations actuellement en allant sur les réseaux et d'avoir un avis péremptoire en disant ben voilà, les solutions c'est comme ça, les autres n'ont rien compris, etc. On va se renforcer. Et donc ça, c'est un obstacle vraiment très lourd à l'adaptation au changement parce qu'on n'est pas ouvert à l'information. On va sélectionner quelques informations utiles qui vont confirmer nos schémas mentaux,
mais on va ignorer toutes les autres informations. Donc ça, c'est un des biais qui est vraiment un frein à l'adaptation au changement. Il y a un autre biais aussi qui est le biais de croyance. Le biais de croyance, c'est l'idée que la conclusion de notre croyance va primer sur la méthode pour la rechercher. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui me dit quelque chose qui me plaît, je vois sur les réseaux sociaux, je vais voir quelqu'un qui affirme quelque chose, eh bien, si ça me plaît, eh bien, je n'ai pas besoin d'aller vérifier que ce soit vrai. Je vais l'accepter. Alors que si quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas, là, je vais le mettre en doute, je vais aller chercher des études et là, je vais être beaucoup plus critique. Donc, le biais de croyance aussi, le biais de validation aussi, sont des biais qui vont nous égarer dans notre adaptation au changement. Puis, il y a le biais statu quo aussi. Le biais statu quo, c'est le biais qui fait qu'on préfère la situation précédente. On voit tous les avantages de la situation précédente et on voit tous les inconvénients de la situation nouvelle. Et donc, c'est un peu à relier au biais de négativité. Donc, les inconvénients prennent une place énorme. Littéralement, ils nous prennent la tête. Et en plus, on se rappelle la situation précédente avec un filtre rose. On va enjoliver le passé et le présent, on va diaboliser le présent. Donc ça, ce sont des biais dont il faut être conscient. Il est très difficile de s'en débarrasser puisque quand on ressent quelque chose, on le ressent. On ne peut pas aller contre son ressenti. Par contre, il faut être conscient que notre vision peut être déformée par des biais cognitifs. Et le seul moyen non, c'est pas le seul, mais un moyen important, c'est d'échanger avec les autres. Et les autres ont aussi des biais cognitifs, mais ce ne sont pas les mêmes que vous. Donc, en échangeant, vous pouvez un petit peu vous corriger mutuellement. Absolument. Justement, je ne sais pas si Jean-Luc Azout est encore là. Il avait une question. Justement, c'est en lien avec la psychologie positive quelque part. Là, oui. Jean-Luc. Est-ce que Jean-Luc est avec nous? Jean-Luc Azout. Oui, bonjour. Bonjour, voilà. Bonsoir Jean-Luc. Merci de l'invitation. Bonjour docteur. Non, les questions, je ne suis pas loin d'être un spécialiste. J'ai l'habitude d'axer pas mal sur regarder le côté critique et donc négativer. Ma question, c'était comment axer pour positiver au contraire, s'il y a un remède. Alors, bon, d'une part, le fait de négativer n'est pas peut être utile, hein, c'est pas utile, seulement chercher à l'éradiquer complètement. L'esprit critique, on a besoin de l'esprit critique c'est indispensable. Mais par contre, pour avoir un bon équilibre mental, on dit qu'il faut, les études montrent, il faut à peu près 2 tiers d'affect positif et 1 tiers d'affect négatif. C'est difficile de monter au-dessus de 2 tiers d'affect positif. On ne peut pas avoir que des affects positifs. Inversement, quand on descend à les anxieux, par exemple, les anxieux pathologiques, ils sont à 50-50, et les dépressifs, eux, ils ont 2 tiers d'affect négatif et 1 tiers d'affect positif. Donc, ce qu'il faut, c'est de ne pas avoir trop d'affect négatif, et pour ça, on peut orienter, on peut apprendre. On a une chose qu'on peut maîtriser, c'est notre attention. On peut focaliser notre attention sur des éléments positifs. Il y a des tas d'exercices pour ça, par exemple l'exercice des 3 bienfaits par jour. On peut apprendre ou on peut choisir de s'intéresser à des choses positives. Par exemple, si vous passez votre temps à regarder les chaînes d'infos continues qui comptent les morts toutes les heures, eh bien là, vous allez nourrir votre cerveau avec des affects négatifs. Et donc là, il ne faudra pas s'étonner si votre imaginaire, si vos rêves ou si votre humeur deviennent trop négatifs. Donc, on peut choisir d'alimenter son cerveau avec des informations plus positives et d'aller vers des gens aussi plus positifs, de fréquenter des gens plus positifs. Ça va avoir un effet. Notre imaginaire se nourrit de toutes les informations que l'on choisit. Alors, parlant de choix, pardon. Merci bien. Vous lève la main, je crois. Merci de votre intervention, Jean-Luc, d'avoir posé votre question. Et justement, je disais, en parlant de choix, il y a aussi une question, c'est vrai qu'elles sont multiples et j'espère que les personnes qui les ont posées et qui n'ont pas pu assister auront l'occasion de voir le replay pour s'inspirer et avoir des réponses. Si je me suis habituée au confinement, c'est une question qui me vient comme ça, comment
bien vivre l'après-confinement et comment se réadapter à un rythme peut-être qui va être identique à celui d'il y a 8 semaines ou encore différent. Donc, c'est la question de la réadaptation, en fait. La réadaptation, alors que la personne se trouve bien, qu'elle a trouvé des nouveaux repères aujourd'hui avec le confinement, qu'elle appréhende, oui. Bon, là, en situation normale, avec une personne qui a des capacités normales, les capacités d'adaptation, le corps humain est bien fait, il va se réadapter, sauf si c'est une réadaptation extrêmement violente. Et dans la plupart des cas, on va se réadapter, c'est-à-dire que nos angoisses, il suffit d'être de nouveau dans l'action et ces angoisses vont s'évanouir toutes seules. Si on est dans une situation très, très violente, là c'est différent, hein, bien entendu. Hein. Si on n'a pas travaillé pendant 6 mois et qu'on passe dans un service de réanimation, qu'on est infirmière dans un service de réanimation submergé, la transition va être difficile. Donc là, on va tomber dans d'autres stratégies qui sont des stratégies d'hygiène mentale, c'est-à-dire de savoir faire des pauses, de gérer son sommeil, de gérer les temps de travail quand c'est possible, bien entendu. Et puis d'alimentation aussi, d'exercice physique et des exercices de pleine conscience, par exemple. Voilà. Donc, quand c'est violent, on peut gérer cette adaptation par des exercices d'ergonomie mentale. Sinon, dans la plupart des cas, on se remet vite dans le bain. On se souvient tous que quand on était enfant, après 2 mois de vacances, la rentrée, c'était la rentrée. Donc voilà, normalement, on doit être capable de gérer ça. Bien entendu, la situation est un petit peu différente. Il y a de l'angoisse, il y a des dangers, il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes financiers, etc. C'est différent, mais là, c'est plus la gestion des émotions désagréables, de la peur ou de l'anxiété. C'est la gestion de l'anxiété, c'est pas la gestion de l'adaptation. L'adaptation, elle devrait se faire assez rapidement. Cher docteur Bernard, oui, il y a Thibaut qui lève la main et qui commence à voir des… J'allais le dire. Allez, voilà, on lui laisse la parole. Il faut activer le micro. Bonsoir Thibaut. Bonsoir, merci. Bonsoir Thibaut. Merci pour votre présentation. Donc en fait, moi je suis formateur, donc je suis dans l'enseignement et je m'intéressais à votre conférence par rapport à tout ce qui est apprentissage et je m'intéresse énormément à la PNL, donc programmation neurolinguistique. Alors je ne suis pas un expert, je n'ai pas été formé, mais je me suis formé un peu seul en lisant puis en pratiquant. Et justement, votre conférence m'a vraiment fait écho sur ce que je fais avec mes élèves, avec mes équipes. Et je me posais la question, finalement, quel était le lien entre la PNL et ce que vous avez dit? Parce qu'en fait, ce que vous avez dit, c'est un petit peu ce que j'explique à mes équipes. Donc, où était le curseur entre la PNL et ce que vous nous avez expliqué ce soir? Alors, la PNL, comme d'autres modèles de représentation du monde, hein, mais c'est un des plus connus, la PNL, c'est un modèle qui se veut de représentation universelle. C'est un modèle observationnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont observé, qui ont des psychologues en général des années 70, je pense, si ma mémoire est bonne, 60 ou 70, qui ont observé un certain nombre de choses. À l'époque, on n'était pas dans la psychologie scientifique par la preuve, c'était des études observationnelles. Et donc, ces études témoignent d'une très grande expérience. Elles se sont rodées auprès de l'expérience. Donc pour moi, ce sont des études qui sont utiles. Pour pas mal de mes collègues scientifiques vont critiquer la PNL en disant que ce ne sont pas des méthodes scientifiques, puisqu'il n'y a pas d'évaluation scientifique au sens où on met des groupes témoins. On commence à avoir quelques études scientifiques sur la PNL,
et qui montrent d'ailleurs qu'il y a des résultats positifs. Donc moi, je suis pas opposé à la PNL. Je pense que c'est très utile. J'ai fait plusieurs stages de PNL également pour comprendre un petit peu de l'intérieur. Et donc, je pense que c'est vraiment utile. Ça nous permet d'aborder la complexité, l'immense complexité du monde. Les recherches ne permettent pas, la science permet d'explorer quelques petits domaines bien précis. Les domaines dont je vous ai parlé, c'est des domaines qui ont été explorés scientifiquement, mais ils ne permettent pas d'explorer c'est pas un système global qui explique le monde. Alors que la PNL a cette volonté d'expliquer l'ensemble des relations interhumaines. Et donc, cette technique permet, grâce à des observations de terrain, d'aller beaucoup plus profondément, de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est utile. La PNL ou d'autres techniques. On aurait pu parler de la processcom ou du disque ou d'autres techniques qui permettent de modéliser. Bon, comme toute technique, elle simplifie, elle catégorise, elle simplifie un petit peu, elle crée des règles. Donc, elle déforme la réalité. La réalité est infiniment complexe. On ne peut pas on peut pas la modéliser. Mais bon, je pense que c'est quand même très utile, parce que ça permet d'aborder la complexité. Elle vient en complément des études de psychologie comportementale ou sociale ou des études de neurosciences. Donc pour moi, c'est un tissu qui va s'interpénétrer, qui va permettre d'améliorer les choses par un angle ou par un autre. La réalité est complexe, elle est abominablement complexe, et donc plus on a d'outils, plus on a d'angles de vision, et mieux ça permet de l'aborder. Parfait. Merci beaucoup. Un grand merci, docteur, pour toutes ces réponses. Merci aux intervenants qui ont posé leurs questions. On arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci, cher docteur Anselme, d'avoir accepté notre invitation. Comment peut-on accéder au replay? Eh bien, accédez au replay en vous abonnant à notre nouvelle chaîne YouTube. Donc, je vous enverrai le lien et je le posterai. Donc, YouTube managersanté.com. Vous pourrez accéder au replay d'aujourd'hui qui sera disponible assez rapidement et au replay des webinaires précédents si vous voulez découvrir et puis suivre notre actualité. Merci à tous les participants de ce soir. Un grand merci, cher Jean-Luc Stanislas. Le plaisir est partagé et un grand merci, Dr Bernard Anselme, un immense merci à l'ensemble des participants, très nombreux, bravo à tous. Voilà, et puis vraiment, c'est un sujet tellement passionnant que le Dr Anselme proposera donc un nouveau webinaire. Donc, merci à tous et puis rejoignez-nous sur YouTube, effectivement, puisque le webinaire sera retransmis à son enregistrement. Voilà. Exactement. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn pour aussi suivre les publications du docteur Anselme sur Manager Santé et sur LinkedIn, n'est-ce pas, docteur? Voilà. Et merci beaucoup. Moi, je pourrais en parler, c'est passionnant, je pourrais en parler des heures. Et donc, je pense que lors d'un prochain webinaire, on pourra aborder toutes les questions qui n'ont pas été. Absolument. Parfait. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous tous et retrouvez-nous la semaine prochaine avec une nouvelle experte autour du management. Au revoir.